La première saison est une présentation de Bien chez soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Michelle Funk, je suis éducatrice en milieu familial. Je suis très contente de vous présenter un autre épisode aujourd'hui de mon podcast La broue dans le toupette. On regarde aujourd'hui un sujet qui me tient beaucoup à cœur, personnellement plus que professionnellement, le burn-out puis la santé mentale chez les mamans. Je vais vous laisser avec l'entrevue après, mais je commence avec la question d'un parent. C'est une question qui nous vient de Samantha, qui dit la bienveillance, ça fait des enfants rois. Une famille que je côtoie sont bienveillants avec leur enfant de 3 ans. La petite, elle crache à terre constamment quand elle est fâchée. Sa mère, elle fait rien sauf répéter « J'aime pas ça » avec une voix toute douce, toute fine. Le fils à mon chum, lui, il utilise son bâton de mini-hockey pour frapper partout. Il brise les décorations, il frappe les murs, frappe les amis. Sa mère a dit juste encore « Ah, j'aime pas ça, je suis pas d'accord que tu colles le mur. » Est-ce que c'est ça la bienveillance? Non, c'est pas ça la bienveillance. Ça, c'est ce qu'on appelle du laxisme, du laisser-faire. Les parents qui vont nommer doucement, sans limite, font que des demandes à répétition, puis qui laissent faire, dans le fond, les comportements, les laissent arriver. On appelle ça du laxisme. C'est certains parents, c'est ce qu'ils font des choix conscients, c'est ce qu'ils souhaitent pour leur enfant, c'est ce qu'ils veulent. Mais d'autres parents, c'est que à force de vouloir enlever tout ce qui est encadrement, violence, ils se sont retrouvés à pas savoir quoi faire à la place. Donc, se retrouvent dans un laxisme, on peut dire, imposé par le contexte, c'est-à-dire qu'ils veulent pas laisser faire, mais en même temps, et peut-être que leur réflexe à eux, ça serait d'être plus rough, peut-être serrer des bras, puis c'est des choses qu'ils veulent pas faire. Donc, ils en ont pas de ressources pour savoir comment faire. Mais aujourd'hui, je vais vous aider. Puis si vous connaissez des parents qui sont comme ça, envoyez-leur mon épisode. Ça va me faire plaisir de partager mon expérience de mettre des limites de façon bienveillante. Premièrement, je veux soulever que les enfants ont besoin de nos limites. Hein, ça fait partie de la théorie de l'attachement. Dans l'attachement, il y a la position de l'alpha et la position de l'enfant. Tu sais, l'espèce de dynamique un peu de pouvoir. Là, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais cette dynamique-là, il y en a un qui prend les décisions puis qui assure la sécurité, puis l'autre, il a la place pour explorer librement, faire des erreurs parce qu'il sait que l'autre va être là. Si le parent la prend pas cette place-là, puis il décide inconsciemment se retrouve à pas prendre cette place-là du leader dans la relation, ben l'enfant est tellement programmé pour cette relation-là de un plus haut que l'autre qu'il va la prendre lui-même. Et c'est là qu'on voit les enfants rois. C'est parce que en l'absence d'une figure d'attachement qui prend le rôle du leader, ils se sentent obligés de la prendre, la position du leader, parce que pour eux, dans leur instinct, dans leur corps, dans leur façon de voir la patente, ça prend un leader et un autre qui est un petit peu plus le leader, on va dire. Donc, c'est ça qui fait les enfants rois. Pour être un leader confiant, ça implique pas de la violence, ça implique pas de l'autoritarisme, ça implique pas non plus d'être l'ami de notre enfant. Là. On est vraiment dans une posture « je t'aime, je suis là pour toi, je vais m'assurer de la sécurité de toi, des autres et de notre maison », mais on accueille les émotions sans accueillir le comportement. Je vais aller plus en détail là-dessus. Donc, par exemple, là, l'enfant qui va cracher par terre, comme dans l'exemple de Samantha. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Mais premièrement, mon ton va changer. Hein? C'est important d'avoir une gradation dans le ton qu'on emploie avec les enfants. Si on est tout le temps sur le même monochrome là de je veux pas, j'aime pas ça. Oh non, je veux pas que tu fasses ça. Il manque des cues verbaux pour les enfants. Il faut que j'ai une gradation. Ça veut pas dire de me fâcher, ça veut pas dire d'avoir l'air bête, ça veut pas dire de tout le temps froncer les sourcils. Il faut qu'il y ait une gradation. Moi, ce que je conseille, c'est de soulever les sourcils. Donc, au début, oups, j'ai beaucoup de petits mots comme ça, hein. Oups, oh là là, mes sourcils montent. J'ai des petits mots comme ça qui veulent dire, oups, il y a un problème. Sans être non, parce que
notre génération de parents, on n'aime pas tant être cette personne-là. On veut s'éloigner d'être cette personne-là qui dit non comme un chien. Mais il y a des façons de mettre ses limites sans crier non. Ça va ressembler beaucoup à oups, oh, je vais pas accepter ça. Ça fonctionne pas. Mes sourcils vont se lever. Ma voix a pas tant changé, mais elle est un petit peu plus sec. Tu sais, j'ai moins de musicalité dans ma voix. Je suis un petit peu plus sec parce que là, il y a un problème. Là, l'enfant a craché par terre. Je vais tout de suite référer aux besoins. Qu'est-ce que tu me dis? C'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu essaies d'exprimer? Je vais demander à l'enfant de m'exprimer qu'est-ce qu'il va parce que j'entends le message. Tu sais, c'est important de l'entendre, le message. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pour ça que tu as craché à terre. Par exemple, je vais pas accepter que tu craches par terre. Je vais t'outiller pour que tu puisses exprimer ce besoin-là plus clairement. Donc, je vais aller vers l'enfant. Oups, ça fonctionne pas pour moi. Peut-être que je vais mettre ma main pour attraper le prochain crachat qui s'en vient. Peut-être que je vais avoir une wipe pour la nettoyer. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Ici, on a 3 ans. On va arrêter ce comportement-là. Puis, éventuellement, quand le besoin sera répondu, là, tu sais, parce que là, clairement, il y avait quelque chose qui l'a dérangé. Dans ce cas-là, je sais pas c'était quoi, mais si on est capable d'identifier, là, toi, t'as pas le goût de t'habiller pour aller dehors, hein, tu trouves ça dur. Moi, j'entends ton message. C'est correct, on n'a pas besoin de cracher par terre pour se faire entendre. Je sais que c'est difficile pour toi. Je suis là pour t'aider. Après ça, on va réparer. On va encourager l'enfant à aller chercher une guinée puis ramasser son problème. Peut-être que ça sera pas dans la minute. Peut-être que ça va être dans la demi-heure. C'est correct. Il y a personne qui va mourir d'un crachat par terre. Mais on va s'organiser pour que on finisse cette intervention-là. Prends une guinée parce que là, on a un petit problème. Tu te souviens, là, t'as craché par terre. C'était vraiment pas une bonne idée. On va le ramasser avec une guinée. Fait que toute cette intervention-là va faire en sorte qu'effectivement l'enfant va comprendre que c'est pas acceptable. Parce que si j'aime pas ça que tu craches par terre, on vient un peu être un bruit de fond quand on a tout le temps la même voix, quand on n'agit pas, quand on est juste dans le verbal puis on n'a pas de mouvement qui vont avec, je prends pas action dans l'intervention, on vient du bruit de fond. Puis les enfants, ils nous entendent pratiquement plus. Donc c'est ça pour l'exemple du crachage par terre. Ensuite, l'enfant qui utilise le bâton de mini-hockey pour frapper les murs, frapper les autres, frapper les décorations, ben là, mon intervention va aussi être « Oups! Hey, j'accepte pas que tu frappes avec le bâton. Toi, tu utilises le bâton pour jouer au hockey? Sinon, il va falloir que je l'enlève. » Puis, rapidement, je vais être dans l'action puis je vais aller enlever le bâton. Est-ce que tu me le donnes ou je le prends? L'enfant le retire, vient pour me frapper avec ou a un comportement qui est pas de le mettre dans ma main. Malheureusement, je vais le faire avec ta main. Je vais pas tirer mon plus fort pour lui faire mal. On n'est pas là-dedans. Je vais enlever sa main doucement puis je vais aller ranger ça hors portée. Je peux pas te faire confiance avec le bâton de hockey. C'est terminé pour toi. Fait que je vais être dans l'action. Puis je pense que il y a une grande différence entre le laxisme et la bienveillance. C'est ça. C'est la demande au lieu de la limite. J'ai écrit récemment là-dessus, mais je vais en parler ici dans mon podcast aussi. Vous pouvez aller lire si ça vous intéresse sur mon Facebook. Mais quand on répète et on répète et on répète et on répète, et que notre attente, c'est que l'enfant écoute miraculeusement, on va être déçu, on va pogner les nerfs. Donc, peu importe l'exemple, là, l'enfant, on va y aller avec le mini-hockey, a son bâton, cogne dans mes stars. Oups! Toi, tu cognes dans mes stars? Non, c'est pas comme ça qu'on utilise le bâton. Montre-moi que tu joues au hockey avec. S'il y a une autre répétition, je vais me lever physiquement. Je vais aller l'accompagner. Je vais enlever le bâton. Peut-être que demain, tu prendras des meilleures décisions, mais là, je peux pas te faire confiance avec le bâton. La différence, elle est là. Si je le répète 45 fois, j'ai pas mis de limite. J'ai fait des demandes. Non, je veux pas que tu cognes. Non. Par terre le bâton. Par terre. Non, tu m'écoutes pas là, tu m'écoutes pas, allez, fais-le. Maner l'élastique là, il peut pas être slack, sinon c'est comme s'il y avait pas d'élastique. Fait que, avec la moyenne des enfants, notre élastique va être un élastique de moyenne, hein? Un enfant qui est beaucoup dans la défiance, dans l'opposition, dans les comportements inacceptables, rapidement, là, il passe de 0 à 100 puis il est en train de faire des dommages, soit aux autres ou soit au matériel. Ben, mon élastique va être plus court, puis je vais le dire juste une fois avant d'aller intervenir. Moi, chez moi, j'ai un enfant TDAH opposant, impulsif,
il y en a pas 3 chances, là. Mais un autre enfant qui est tout calme, qui fait jamais de mauvais coups, puis là, tout d'un coup, il y a cette idée-là de cogner, il cogne pas super fort, tu sais. Lui, il va avoir sûrement 3 avertissements avant que je prenne action, parce que c'est pas une question de confiance, mais je sais que c'est dans ses capacités de s'arrêter. Alors que l'enfant très impulsif, qu'il y ait un diagnostic ou pas, je sais que c'est pas un défi raisonnable pour lui de lui demander de s'arrêter par lui-même. Je vais aller l'aider, puis je vais être là pour assurer la sécurité de tous. C'est ça mon rôle de leader. C'est si toi t'es pas capable de te contenir, si toi t'es pas capable d'arrêter tes mouvements, je vais être là pour le faire pour toi. C'est mon rôle, c'est mon travail. Je m'attends pas à ce que l'enfant du jour au lendemain soit capable de se contrôler. Je suis là pour l'accompagner jusqu'à temps que les capacités arrivent. L'autre chose que je voulais dire, c'est ma main va souvent bloquer des mouvements. Tu sais, un enfant qui est impulsif ou qui est énervé, puis là tu le vois là que puis il y a un bâton dans les mains ou il y a n'importe quoi dans les mains, un bloc, puis là t'as peur. Je vais me rapprocher, je vais être à distance physique pour pouvoir l'arrêter au cas où. Tu sais, un enfant qui commence à tournoyer, tu sais pas, rapprochez-vous. Je vais m'asseoir à côté de lui, je vais mettre ma main proche de la tête du bébé qui est juste à côté, parce que si j'étais à 3 mètres là, il va avoir un coup sur la tête. Tu sais, je suis capable de prédire ces affaires-là, surtout avec des enfants qui sont tout le temps très intenses. On est capable de prédire, on va s'approcher. Puis l'enfant qui va swinguer là, le bâton de hockey vers le bébé ou le frère ou le grand, il va avoir ma main pour le bloquer. Ma main va être là, tchac, je l'arrête. Moi, je suis un adulte, là, je suis capable de me voir venir ces affaires-là, tchac, je l'arrête. Puis là, il y a eu un mouvement pour faire mal, je vais l'enlever. C'est important qu'on soit physique sans être fort, sans être... mais les enfants en bas âge ont besoin d'action. Ils ont besoin d'un contact physique, ils ont besoin d'arrêt de mouvement. Je parle pas d'arrêt d'agir, là, je parle vraiment de ce mouvement-là de frapper, ben il va avoir ma main pour arrêter ce mouvement-là. Parce que ce mouvement-là, il est pas acceptable. Et je pense que d'être plus impliqué physiquement, on dirait que la façon que je le dis, ça sonne comme si je veux qu'on serre, là. On est capable là, d'arrêter un mouvement sans faire mal, tu sais. J'ai pas besoin de serrer, j'ai pas besoin de faire mal, mais à 3, 4, 5 ans, je suis capable d'arrêter ton mouvement pour éviter qu'il y ait un problème. Tu sais, l'enfant qui est tout le temps en comportement là de provocation envers les autres, la méthode Velcro qu'on entend souvent là, c'est d'être là physiquement, d'être là pour bloquer le mouvement avant que ça arrive, être là pour je te retiens là de foncer sur lui, ou je te retiens de frapper, de lancer le ballon dans sa face, je vais être capable de l'arrêter le ballon avant qu'il aille dans sa face. Fait que la proximité physique de l'arrêt de certains mouvements inacceptables, ça va être vraiment aidant pour les enfants, tu sais, que on a l'habitude de sit back, de les regarder puis de leur parler beaucoup trop, puis de dire des choses comme j'aime pas ça, non, fais pas ça, non. Ça sert à rien. Comme j'ai dit, c'est comme du bruit de fond, puis l'enfant il est pas dans l'action. Je vais juste regarder mes petites notes. Après les sourcils levés, là, après le oups, ça fonctionne pas. Il va avoir aussi les sourcils froncés. Mais il faut attendre avant de mettre les sourcils froncés. Parce que, évidemment, on veut pas aller dans l'autoritarisme d'être trop sévère puis d'être tout le temps fâché. Mais il y a des comportements inacceptables. Tu sais, si j'enlève le bâton de hockey puis il prend un autre tube de carton pour aller frapper la même chose, ben là, on sent qu'il y a une gradation dans les mouvements, puis on va accompagner dans ce sens-là. Fait que oui, il y a des moments où je vais froncer les sourcils. Là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi ton message? Je peux pas accepter ça. Fait qu'on voit la gradation, là. En premier, oups, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas, ça. OK, ben là, je peux pas accepter ça. Puis là, ma voix, elle va changer, mon ton va changer, mes yeux vont changer pour que l'enfant voit les cues puis soit un peu plus à même de comprendre l'importance de qu'est-ce qu'il fait, là. Je parle pas d'un 18 mois, là. Effectivement, les 18 mois, ils frappent puis ils se rendent pas trop compte, là, même un 2 ans et demi, là. Ils commencent à comprendre, là. Tu sais, ils sont vraiment dans l'égocentrisme mais il y a quand même quelque chose à arrêter physiquement, même avec les 18 mois. Puis avec les 3-4 ans, ben là, faire mal aux amis, c'est vraiment quelque chose qu'ils sont capables
sont capables de gérer dans un groupe, là, tu sais, ça c'est pas acceptable, puis il faut s'arrêter. Moi, je suis pas du genre à aller vers les punitions. Je veux vraiment entendre le besoin de l'enfant. Toi, t'as besoin de frapper. Viens frapper sur un coussin. Regarde, j'ai des coussins qui sont juste ici. On a le droit de frapper. Donc, je suis plus du genre à rediriger le mouvement pour répondre aux besoins de l'enfant, parce que l'enfant qui fait ce mouvement-là, il y a quand même quelque chose à apprendre, hein. Il y a quelque chose que lui est en train d'observer, qu'il est en train d'explorer en termes de mouvement. Donc, je vais lui permettre. Viens, on va aller dehors pour lancer le ballon fort, fort. Mais dans la maison, ça fonctionne pas. Puis regarde, là, il y a pas d'amis, lance de ce côté-là. Ici, il y a des amis, ça, je peux pas accepter. Fait que je vais pas aller dans la punition de t'as perdu le contrôle, ça fonctionne pas. Je vais plus aller dans j'entends ton message. J'entends qu'est-ce que ton corps a besoin de faire. Je vais te donner une alternative pour le faire. Puis, effectivement, je vais enlever des objets quand l'enfant est pas en contrôle. Puis souvent, les mots que je vais utiliser, ça va être on va reprendre le contrôle. On va reprendre le contrôle parce que là, t'as perdu le contrôle de tes mains. Ça dissocie un peu l'enfant de son comportement, hein, qui est quelque chose qu'on souhaite faire. On veut pas que l'enfant se sente poche, puis on veut pas que l'enfant se sente comme s'il était tannant, méchant, toutes ces choses-là. Mais je vais souvent dire ça, t'as perdu le contrôle de tes mains. C'est pas toi, là. Toi, à l'intérieur, je sais que t'es bon. Tes mains ont perdu le contrôle. Alors, on va aider tes mains à retrouver le contrôle. Donc, peut-être on va raconter une histoire ensemble. Peut-être qu'on a des petits jouets sensoriels pour aider l'enfant. Peut-être qu'on va prendre des grandes respirations. Tu sais, on va trouver des stratégies pour retrouver le contrôle. Reprendre le contrôle de nos mains, de notre corps, de nos jambes. Fait que voilà mes recommandations par rapport à la bienveillance et le laxisme. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même des gens qui pensent que la bienveillance c'est ça, donc ils trouvent que la bienveillance ça fonctionne pas, puis ça n'a pas sa place, qu'il faut aller dans l'autoritarisme. Mais je pense que les deux extrêmes sont néfastes. On veut aller dans le milieu, on veut pas être trop fort, trop méchant, trop punitif, puis on veut pas être trop laisser-faire, trop laxiste. L'autre chose j'ai oublié de dire, c'est quand on entend souvent on évite de dire non aux enfants, là, tu sais, il y a comme une mode, un courant de pensée qui dit on évite de dire non. Le concept d'éviter de dire non, là, il est souvent mal compris. Quand je dis on évite de dire non, c'est vraiment le mot non. Parce que le mot non invite à l'opposition. Ça veut pas dire de pas refuser des choses à l'enfant. Ça veut pas dire d'éviter de mettre sa limite. Ça veut juste dire, on évite que ça soit juste non. Parce que non, ça invite l'enfant à faire un power struggle, à faire une guerre de pouvoir. Donc, on va dire, j'accepte pas. Pour l'instant, ça fonctionne pas. C'est pas le bon moment. Je peux pas te laisser. Tu sais, il y a plein de façons de refuser sans dire non, comme un chien, parce que les enfants, c'est vraiment une invitation. C'est comme entre dans la danse. Voici, moi je dis non, l'enfant va dire non. Puis tu sais, probablement on encourage l'enfant à nous dire non, ce qui est pas quelque chose qu'on souhaite. Donc on veut éviter là, de rentrer dans ce power struggle là. Fait qu'on va utiliser d'autres terminologies qui ressemblent moins à ce qu'on utiliserait avec un chien. Je vais pas te laisser, ça fonctionne pas, j'accepte pas. Tu sais, il y a plein de façons de mettre sa limite, de quand même faire des refus, mais sans utiliser le mot non, puis sans le dire avec toujours ce même ton-là, parce que, encore une fois, on devient du bruit de fond quand on utilise tout le temps la même affaire. Fait que voilà, petite clarification par rapport à on dit pas non aux enfants, c'est vraiment pas ça que ça veut dire de pas dire non aux enfants, c'est pas de leur laisser faire tout ce qu'ils veulent puis de les laisser aller dans la démesure. Là, ça c'est vraiment une caractéristique du laxisme, du laisser faire qui certaines personnes c'est leur position là consciente, puis d'autres personnes savent pas trop quoi faire donc ils se retrouvent là par défaut. Je vous laisse vers une entrevue que j'ai faite avec une maman, Annabelle, qui est vraiment super pertinente. Là. Dans le fond, on parle de santé mentale des mamans et de burn-out parental. Je vous laisse sur l'entrevue. Allô, Annabelle! Salut Marie-Michel!
Merci de me recevoir. Je suis super contente de participer à ton projet. Moi aussi, je suis vraiment contente de t'avoir. Dans le fond, c'est un épisode un petit peu différent. Hein. Toi, t'es pas éducatrice à l'enfance dans la vie, mais je trouvais ça super pertinent. Aujourd'hui, on parle de burn-out parental. On parle de beaucoup d'enfants à défi puis de l'effet sur notre santé mentale. Fait que j'avais envie qu'on discute de ça ensemble parce qu'on a eu des conversations en privé toutes les deux, puis on vit des choses semblables. Puis je pense que c'est pertinent que on fasse profiter les auditeurs de toutes ces belles informations-là qu'on s'est partagées, puis toute la normalisation qui est super importante là, dans ce qu'on vit, puis ce que beaucoup de mamans vivent, en fait. Fait que, dans le fond, toi, tu veux-tu nous présenter un peu ta famille, de où tu viens, etc.? Oui, écoute, moi, c'est ça. Donc, je suis pas dans le domaine de l'éducation à la petite enfance. Je suis maman de 2 enfants, je suis infirmière. Mes 2 cocos, donc j'ai Léa qui a 3 ans, qui est tout juste d'avoir 3 ans. Et on a William qui a 11 mois. Et j'habite avec mon conjoint aussi. Donc, c'est notre petite famille dont on va discuter aujourd'hui. Oui, c'est ça. Nous autres, on s'est rencontrés parce qu'on a failli travailler ensemble là, dans le fond. Ouais. On a presque eu la chance de travailler ensemble, mais finalement les choses se sont un peu nos chemins se sont séparés, mais on a gardé un bon lien, on se croise partout, on est voisines, fait que on continue de discuter ensemble. Là. Fait que c'est ça dans le fond. Dis-moi donc, avant d'avoir des enfants, c'était quoi ta vision de la maternité? Avant d'avoir mes enfants, la vision de la maternité, c'était pas du tout ce que c'est, pour vrai. Écoute, honnêtement, j'avais aucune idée de... Tu sais, je pense qu'avant d'avoir des enfants, bon, je m'imaginais avoir mes 2 petits cocos, de faire plein d'affaires avec eux autres, de leur faire découvrir la vie, mais je me suis jamais même pas posé la question de... J'ai jamais pensé au sommeil, aux défis que je pourrais avoir avec mes enfants, mais aussi aux défis que ça m'apporterait moi comme personne, puis aux bébites que ça viendrait gratter à l'intérieur de moi-même comme personne. Fait que j'étais un peu, on dit blindsided, là. Je m'étais jamais vraiment posé beaucoup de questions. J'avais peut-être une image embellie de qu'est-ce qu'était la parentalité, comme je pense beaucoup d'autres parents aussi, là. Donc oui, j'avais une image assez simpliste de la chose, je pense. Est-ce qu'au travail, tu travaillais avec la clientèle des mamans, des bébés? Pas du tout. Je travaille avec une clientèle adulte. Là, j'ai fait de la chirurgie de l'urgence. Fait que c'est vraiment pas, c'est pas ma clientèle du tout. J'ai pas. Puis tu vois, dans notre cercle, ça a tout commencé en même temps les enfants. Donc j'ai pas été exposée beaucoup à des jeunes enfants non plus. Là. Ok. Ben écoute, je te rassure là. Moi, j'ai été exposée fois 1000. Je travaillais en garderie. J'étais dans le bain là, et je me suis quand même fait un peu frapper d'en face par la réalité d'être maman 24/7. À quel point je pense que même ben là, en tout cas nous autres nos expériences sont différentes, mais même une maman qui a des enfants, on va dire entre guillemets faciles, ça reste une expérience extrêmement difficile même quand tes enfants sont faciles. C'est transformateur, ça chavire tout. Fait que dans le fond, veux-tu nous parler de Léa, ta petite cocotte, puis de qu'est-ce que vous vivez ensemble comme défi? Oui, tout à fait. Ben écoute, tu sais Léa, si tu veux, je peux commencer aussi un peu du début, tu sais, de où ça Léa, même bébé là, parce que je pense que c'est pertinent. Puis souvent, je trouve ces temps-ci, on se dit ça nous alignait un peu sur qu'est-ce qui s'en venait dans le futur, le tempérament qu'elle avait comme bébé. Tu sais là, maintenant, c'est facile de se dire ça parce qu'on la voit comme enfant, comme petite fille, puis on se dit ouais, je pense que c'était ça, tu sais. Ben Léa, tu sais, c'est une petite cocotte super, là, pleine de vie, super le fun, elle est drôle, elle est coquine, elle a plein de belles qualités, elle est super intelligente, elle est très rieuse, elle aime ça nous faire rire, elle a un grand cœur. Mais c'est ça, tu sais, dès qu'elle était bébé, elle a toujours eu beaucoup d'énergie, beaucoup plus d'énergie en tout cas que ce qu'on voyait autour de nous. On avait des défis de sommeil que on voyait pas beaucoup de gens vivre autour de nous. C'était souvent difficile. L'heure du coucher, ça prenait plusieurs heures, puis chaque dodo, puis les siestes, les dodos de nuit, c'était des réveils nocturnes qui pouvaient durer plusieurs heures tout le temps. Puis en vieillissant, tu sais, plus petite, c'était toujours un bébé sourire, mais là, en vieillissant, on a commencé à avoir des crises, plusieurs crises. Souvent, c'était après les journées de garderie, mais ça nous a pris beaucoup de temps à faire le lien que c'était après les journées de garderie parce qu'on s'est dit,
pendant longtemps, on se disait, bon, c'est le Terrible 2 qui commence je pense que le Terrible 2 a le dos large, là. Fait qu'on s'est dit, c'est le Terrible 2 qui commence, c'est normal. On a lu, on s'est outillé pour l'accompagner là-dedans, tout ça. On avait beaucoup ce qu'on constatait de plus en plus, on allait la chercher à la garderie, puis après la garderie, on avait beaucoup de pleurs de décharge, des pleurs, des crises, de l'opposition. Beaucoup d'opposition pour pas mal tout le temps. Puis là, on s'est rendu compte que ça passait pas. ça passe pas, ça s'atténue pas, en fait, ça empire, là. Fait que, on a commencé à se poser plus de questions. On a commencé à avoir d'autres comportements apparaître, des comportements de c'est trop fort le son, j'ai mal aux oreilles, les amis parlent fort, la musique est trop forte, tu sais, de voir qu'il y a bien des choses qui la dérangeaient, que ses vêtements la dérangeaient, tu sais, elle veut pas porter des vestes, des bas, s'attacher les cheveux, fait qu'on a discuté avec son médecin pour essayer de comprendre, ce qui nous a amené tranquillement à réaliser que Léa, elle est peut-être hypersensible un petit peu à différents niveaux, ce qui expliquerait que là, c'est là qu'on a fait le lien avec la garderie, parce que là, la garderie, c'est très stimulant, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup d'action, il y a des conflits avec les amis, il y a plein d'affaires. Fait que quand Léa revient de la garderie, elle se laisse aller, puis un peu, je pense qu'à la garderie, ça se passe très bien. Je pense qu'elle retient tout à l'intérieur, puis quand elle arrive à la maison, c'est comme un déversement de tout ça, là. C'est pas juste aussi avec la garderie, c'est quand elle se fait garder, hein. On en a déjà discuté, là. Si Léa se fait garder, elle se fait crinquer, bourrée d'activités par les grands-parents, là, elle revient à la maison, puis là aussi, on a beaucoup de décharges, là, pendant plusieurs jours. Fait que c'est ça. On a des défis de beaucoup de gestion de crise, des fois qui deviennent assez intenses, là, beaucoup d'hypersensibilité, mais aussi peut-être un petit peu on en avait discuté avec son médecin. Pour le moment, ça semble être encore pas, tu sais, elle est trop jeune, là, pour que quoi que ce soit pathologique, mais beaucoup aussi d'hyperactivité, là. Léa, la switch, elle se turn pas à off, là, tu sais, le soir encore, elle s'endort à 10 heures tous les soirs, puis on a beau tout essayer, on s'est fait donner plein de conseils, elle s'endort à 10 heures quand même, là. C'est ça. La switch est dure à turner à off, là, malgré plusieurs stratégies qu'on a essayées pour l'aider à canaliser son énergie, à la faire redescendre, là. Fait que ça ressemble pas mal à ça, notre Léa, et les petits défis les gros défis, je vais le dire, là, les gros défis qu'on vit avec elle. Oui, parce qu'on a tendance à diminuer ce qu'on vit, mais tu sais, je pense que les crises d'opposition puis Terrible 2, quand tu le lis sur Internet, tu dis, OK, c'est exactement ça. Ensuite, exact. Les gens, si t'en vis une par semaine, c'est très différent de comme moi puis toi qu'on en vit une par heure. Ça devient tellement exigeant, puis c'est les mêmes comportements, fait que des fois c'est dur dans la fréquence de trouver où la limite, tu sais, à quel point c'est normal de vivre comme ça, à quel point OK, ça va pas. Puis comme tu dis, avant 5 ans, souvent j'ai de la misère à le comprendre honnêtement que le diagnostic de TDAH soit si tard, parce que moi aussi, les enfants TDAH que je connais, à 3 ans, je le savais que c'était ça. Bon, je comprends que ça peut se résorber, là, mais les comportements, quand ils sont extra, je comprends, on donnerait pas de médicaments à un enfant de 3 ans, c'est quand même différent, mais on dirait que d'avoir ces lunettes-là comme parents, ça nous aidera à mieux comprendre nos enfants. Puis, je pense qu'on a le même cocktail, hein, un peu TDAH puis hypersensible. Puis, tu sais, ça reste que nous, notre santé mentale, elle devient affectée fort par nos enfants. Puis, tu sais, je trouve ça pertinent que tu le précises qu'elle a plein de force, là, parce que moi aussi, j'ai tendance à parler beaucoup des défis de mon fils en public, devant les gens, mais il y en a plein de force, mon fils, là, tu sais, puis je l'adore, puis c'est une personne exceptionnelle avec une sensibilité puis un grand cœur incroyable. L'hypersensibilité, l'hyperémotivité, c'est dans le négatif, mais c'est aussi dans le positif. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Puis c'est quelque chose qu'on dirait que c'est tout récent que là j'essaie justement en fait, on a une psychoéducatrice là qui vient de rentrer un peu à la maison avec nous. Puis elle met beaucoup d'emphase sur les forces de Léa. Puis c'est ça, là je réalise que c'est important aussi d'en parler parce que justement ça fait pas d'elle, tu sais, regarde, on entend souvent, je trouve ça plate, tu sais, des bons bébés, des moins bons bébés, des bons enfants. Fait que tu sais, je veux pas que personne ou que elle jamais qu'aperçoive que c'est une moins bonne enfant. On a juste des défis différents, puis c'est pas nécessairement comme
c'est pas une comme, quand je présente ça, peut-être le mot pathologie est pas bon, mais c'est pas mal en soi, les comportements. Faut juste qu'on trouve des façons que tout le monde, on soit bien là-dedans, puis qu'on trouve des façons de s'aider tout le monde. Exactement. Mais c'est ça, non. Léa, elle a plein de belles forces, puis moi, je suis vraiment, en ce moment, je suis en mode, je veux trouver des façons de moi d'être bien, puis de l'accompagner, puis de trouver des façons qu'elle aussi en soit bien là-dedans, parce que clairement, quand on rentre dans des phases là, de tempête, c'est difficile pour elle aussi, puis elle est pas bien, puis ça me fait de la peine aussi, tu sais. T'as raison, puis c'est ça, c'est important de voir c'est quoi les réels besoins, parce que les réels besoins ou les réels objectifs, ça sera jamais de changer notre enfant, tu sais, ça sera jamais de faire disparaître toutes ces, tu sais, de la transformer en un autre enfant. Ça me fait toujours penser au deuil de l'enfant rêvé. Moi, au cégep, là, on m'a parlé du deuil de l'enfant rêvé, puis j'étais genre, arc. Les parents, ils s'imaginent un enfant, puis là, l'enfant est différent, puis là, ça leur fait vivre un deuil. Pour moi, c'était comme aberrant. Puis là, je l'ai vécu complètement, parce que je sais pas comment dire, je m'imaginais pas un ange, là, tu sais, mais je m'étais jamais imaginé à quel point ça me ferait souffrir, à quel point ça serait dur sur moi. Puis on dirait que j'ai plus fait le deuil de l'expérience maternelle que je souhaitais versus l'enfant rêvé, parce que c'est pas mon enfant qui est défectueux, là, tu le dis très bien, c'est toute cette expérience-là qui correspond pas à mes attentes. C'est tellement dur à exprimer en mots, là, mais tu sais, je veux juste normaliser ça. Le deuil de l'enfant rêvé, ça existe. Puis c'est vraiment pas là, tu sais, je voulais que ce soit bon en maths, puis finalement il est bon en musique, là. Tu sais, non. On parle de je veux un enfant régulier avec ses forces puis ses défis, avec une qualité de vie au quotidien. Et là, je me retrouve avec un enfant qui pleure 20 heures sur 24, qui se réveille aux heures. Ma santé mentale est en train de pogner le champ. Tu sais, on parle de grands extrêmes là, entre les attentes puis la réalité. Oui, tout à fait. Puis tu sais, il y a aussi, c'est ça, il y a une puis tu sais, je l'ai peut-être dit tantôt, mais je reviens à ça. Il y a comme je trouve une pression aussi dans la société d'avoir des enfants qui font pas de crise, des enfants qui dorment bien, qui se comportent bien. Tu sais, des fois, on parle beaucoup. Puis tu sais, moi, c'est un peu ça qui m'a, tu sais, on dit il faut pas comparer. Puis j'essaie vraiment je compare pas mes enfants, je me dis ils sont tous uniques, puis peu importe ce qui a fonctionné avec un ne fonctionnera pas avec l'autre, puis ils sont tous uniques là. Il y a pas de méthode qui fonctionne plus qu'une autre avec chaque enfant. Ce que je vois, c'est que tu sais, j'ai des amis souvent qui vont me dire tu sais, il y a personne qui fait ça pour mal faire, mais moi j'ai un enfant parfait, il fait jamais de crise, il est tout le temps content, il va faire son petit dodo, il est tout le temps heureux. Nous on connaît pas ça des crises, puis tu sais, j'ai une autre amie qui me dit justement toujours, tu sais, qu'elle a une bonne petite fille qui est toujours fine, puis qui écoute tout le temps, puis on dirait que personne veut mal faire, mais il y a quelque chose des fois dans notre vision entre parents qu'un enfant correct, ça devrait pas faire de crise. Fait que oui, on a une grosse job de normalisation que c'est normal. Même une job aussi de normalisation des probabilités du sommeil aussi. On dirait qu'on s'attend à ce que 3 mois, les bébés fassent leur nuit puis que ça soit fini pour toujours. Puis quand ça arrive pas, on est comme, mais qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi c'est pas comme ça? Puis dans le fond, là, on cherche des méthodes miracles puis des solutions, puis on parle à nos amis, puis regarde ça a marché avec elle. Puis là, quand ça fonctionne pas avec ton enfant, tu te dis, mais pourquoi ça marche pas avec le mien? Le mien, il est pas correct. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on a une grosse job de normalisation, puis je suis contente de participer à ton émission, à ton podcast aujourd'hui, parce que je me dis, si d'autres m'entendent, ça va peut-être aider puis faire du bien à d'autres mamans aussi, là. Vraiment. Puis tu sais, moi, je suis en contact avec énormément de familles depuis 10 ans, là. Puis des familles où est-ce qu'un enfant fait 0 crise, tu sais, c'est sûr que ma tante sera pas toujours au courant là, que l'enfant fait des crises. Fait que tu sais, moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, mon neveu, il fait pas ça, des crises. » Est-ce que t'as vraiment le vrai son de cloche de ce qui se passe dans sa famille? Est-ce que si à toutes les nuits, il faisait une crise de 2 heures, est-ce que tu serais la personne à qui cette maman-là se confierait, tu sais? Je suis pas sûre qu'on a tout le temps une vision éclairée de ce qui se passe dans les familles des autres. Moi, comme éducatrice, qui met cette relation-là authentique en avant, là, c'est ma grande priorité que les parents se sentent à l'aise de... Moi, je le vois, là, que pratiquement toutes les familles vivent des crises, pratiquement toutes les familles vivent des défis de nuit, c'est des vagues, c'est OK, là ça va bien, 2 mois après ça va plus, c'est comme ça dans toutes les familles. Alors
pourquoi c'est pas représenté? Je pense que il y a quelque chose dans la façon que les gens le disent. Ils sont pas obligés de le partager avec tout le monde, là. C'est juste que faut en être conscient. Les gens ne disent pas, puis ils postent pas ça sur Facebook, là. Tu sais, moi, je le poste parce que j'ai cette intention de normaliser. Mais, en général, là, les choses qui se passent dans une maison, les autres le savent pas. Puis aussi, mettons, ma mère, quand elle me parle de son expérience, v'là 30 ans, v'là 20 ans, on dirait qu'on embellit les choses. Naturellement, c'est le positif qui ressort, puis la façon que elle va s'exprimer, c'est comme si elle avait pas de problème. Puis tu sais, moi, j'étais là, je m'en souviens. Tu sais, je sais là que c'était pas joli là, mais on dirait que les gens embellissent un petit peu quand ça fait longtemps, et ils se souviennent pas tant de tous les défis. Fait que je pense que ça contribue à cette espèce de décalage entre la réalité puis les attentes. Je trouvais ça intéressant aussi qu'est-ce que tu disais pour Léa de que les gens ils veulent pas mal faire mais ils disent tu sais moi je connais pas ça les crises. J'ai vu beaucoup de gens aussi qui s'approprient un peu ces côtés faciles de leur enfant en disant c'est à cause que j'ai fait telle chose. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Mettons moi mon enfant a grande difficulté de sommeil, toi aussi. Là, tu sais, t'en parles à quelqu'un à quel point t'es fatigué puis à quel point c'est top, tu sais, puis ils sont genre moi adore, en tout cas, j'ai jamais. Elle savait qu'elle peut pas me réclamer la nuit, je suis pas disponible. OK. Fait que tu penses que c'est grâce à toi que ton enfant dort bien? Je vais te le dire là, avant même de sortir, elle avait déjà son planning de si elle allait bien dormir ou pas. Oh, tout à fait, là, ça vient me chercher. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? T'avais fait un post, là, à ce sujet-là, puis je t'avais justement fait un commentaire parce que ça vient me chercher beaucoup, parce que oui, j'ai entendu ça souvent. Écoute, j'ai plein d'exemples là, que je pourrais te donner. Tu sais, je peux dire ma mère en partant, toi, à 3 mois, tu faisais tes nuits, puis ça a été fini. Tu n'es plus jamais réveillée. C'est parce que moi, j'étais calme, puis dans le fond, tu ressentais mon calme et ma confiance. Ça t'a mis en confiance et tu dormais bien à cause de ça. Ou j'ai entendu souvent aussi. Puis tu sais, je dis pas ça contre ma mère, là, c'est bien correct. C'est pas mauvais, là, mais c'est sûr que quand t'entends ça, tu te dis, fait que dans le fond, moi, je suis énervée, puis ça énerve mon enfant. Puis j'ai des amis aussi, sans vouloir mal faire. Il y a personne qui a des mauvaises intentions, mais qu'on partage les défis de sommeil parce que tu sais, j'en ai aussi avec mon plus jeune, mais en même temps, c'est pas des défis. Je pense que c'est juste un bébé normal qui fait pas encore ses nuits à 11 mois. C'est ça. C'est pas vraiment des défis. Mais, ton bébé fait pas ses nuits à 11 mois encore. Moi, là, ma fille, à 4 mois, elle a fait ses nuits. C'est parce que moi, j'avais une routine vraiment, vraiment stable. J'ai toujours été stricte. Puis moi, quand elle a commencé à pleurer la nuit, moi, je suis pas allée, puis elle a compris que je reviendrais pas, fait qu'elle a arrêté. Écoute, j'en ai, là, ma Léa, elle a jamais fait des longues siestes. Ça a été 1 heure, 1 heure et demie tout le temps. Puis encore une fois, j'entendais, mais nous, notre enfant dort 3 heures l'après-midi parce qu'on a vraiment une routine stable. Fait que c'est ça, je pense que les gens veulent pas mal faire, mais ils s'approprient leur réussite avec le sommeil grâce à leur comportement et leur routine. Quand, justement, je pense que c'est vraiment une question de tempérament plus que de ce que tu as fait avec le sommeil. Je pense que tu as juste été chanceux. En tout cas, j'enlève rien à la bonne routine, à la structure, tu sais, à l'accompagnement, tout ça, mais je pense aussi, comme tu dis, c'est que dans le bedon, le tempérament, il était déjà défini, puis c'était déjà écrit comment ça allait se passer. Ah oui, c'est ça. Mais c'est sûr que on a beaucoup moins d'influence qu'on pense sur les comportements, surtout ceux de même, là, tu sais, comme les réveils la nuit, là. Tu sais, on m'a tellement dit, mettons, faut que t'arrêtes de l'allaiter. Si tu l'endors en allaitement, il va se réveiller, il va chercher le sein, tu seras pas là. Et je l'ai fait. Et ça m'a pris 3-4 mois, là, de pleurs, puis je restais avec lui, j'étais bienveillante, puis j'étais avec lui, mais je l'allaitais plus, puis et ça n'a rien donné. Alors, à quel point c'est frustrant quand tu mets tous ces efforts-là en disant, ça marchait chez le voisin, et là, chez toi, ça ne marche pas, et il y a rien qui marche. C'est tellement débilant, là. C'est dur pour la santé mentale. Puis, pas juste au niveau du sommeil, tu sais, au niveau du comportement, au niveau moi, mon enfant, il aime ça, il est bon pour aller au magasin puis en sortie parce que je l'ai habitué jeune. Moi, mon enfant est hyper sensible. Aller au centre d'achat, là, c'est pas dans ses forces, OK? Ça l'a jamais été. Je l'ai amené une fois à 8 mois, genre. Ça a été la pire journée de ma vie. Après ça, je l'ai juste ramené à 3 ans et demi. Tu sais, genre,
Puis tu sais, passer à la balayeuse pendant qu'il dort, là, tu sais, je l'ai habitué à du bruit, là. Excuse-moi, je tousse et ça le réveille. Je vais pas aller passer à la balayeuse, voyons donc! Fait que, puis c'est ça, je trouve qu'on sonne inexpérimenté quand on dit ça. C'est parce que j'ai l'expérience d'un enfant qui est pas comme la moyenne. Lui, il dort du dormir dur, ça arrive pas. Il dort jamais dur. Il est tout le temps sur le qui-vive, en hyper-vigilance, cause sûrement de son hypersensibilité, mais il y a quelque chose à tourner, là, dans la façon qu'on s'exprime. Ah non, mais écoute, je suis tellement d'accord avec toi, là. Là, tu me parles justement, là, de les sorties, tout ça. Encore là, ça me revient à plein d'autres exemples. Moi, Maléa, elle a jamais dormi en voiture, en poussière, justement, parce que il y a trop de choses, il y a trop de stimuli externes, puis je me faisais dire que c'est parce que je l'exposais pas assez, mais là, moi, je trouve ça magnifique parce que j'ai 2 enfants, puis je peux comparer, dans le sens que mon deuxième, lui, il dort partout, en poussette, en auto, puis comme je l'ai pas plus exposé ou moins exposé, j'ai rien fait de différent, puis j'ai une expérience avec le sommeil, puis en général complètement différente. Fait que ça me confirme vraiment que c'est le tempérament, puis qu'il y a pas vraiment grand chose à faire. On a eu la même approche parentale, on a fait les mêmes interventions avec lui, puis le résultat est complètement différent. Donc c'est vraiment 2 enfants vraiment différents, avec les mêmes parents, donc oui, je trouve ça rassurant. Oui, ça vient comme confirmer là notre ressenti que on n'a pas, c'est pas une pâte à modeler là à modeler là, c'est un enfant, un humain complet qui va exprimer qu'est-ce qu'il a exprimé. Ça m'amène à parler de ce deuil-là à faire de vouloir changer notre enfant. J'en ai parlé un petit peu là, tu sais, de pas vouloir tu sais, quand nos interventions vont pas chercher à avoir le bébé qu'on aurait voulu avoir, là, tu sais, si t'essayais de transformer Léa en William, tu serais pas capable, tu sais, c'est 2 bébés complètement différents. Mais, moi, à un certain moment, là, je me suis tellement engagée, puis moi, j'ai jamais voulu être la maman qui faisait pas d'efforts, tu comprends? Moi, je suis la maman qui allait voir tous les professionnels. À un certain moment, là, j'allais en hémato pour son sang, son fer. J'allais au physio pour son torticolis. J'allais à la clinique du prématuré parce que c'est un prématuré. J'allais à l'ergo pour son hypersensibilité. Hey, t'imagines-tu, là, j'avais 5 rendez-vous par semaine. J'allais en clinique d'allaitement aussi parce que mon allaitement, il était pas problématique, là, mais j'étais dans l'impression que c'était ça le problème. Il allaitait tout le temps, cet enfant-là. 14 fois par jour, il buvait non-stop. Et là, les professionnels, elles me disaient, 14 fois par jour, c'est ben trop, là, faut trouver des façons. C'est parce que lui, il t'était pour s'apaiser son sensoriel plus que pour boire, là. En tout cas, fait que je voulais tellement, puis je pense que ça, c'est une erreur que je me suis dit, je ne reproduirai pas ça à mon deuxième. Je pense que ça a été plus facile aussi, là, mais même s'il y avait eu des défis, là, je vais vraiment pas me pitcher à l'hôpital puis me pitcher ses professionnels, puis tu sais, j'ai comme vraiment adouci ça dans mon cœur de je vais pas le changer. Je me suis tellement épuisée, là, comme tu dis, à aller chercher des stratégies, à lire, à vouloir essayer toutes sortes d'affaires, puis à travailler, là. Avec mon deuxième, là, j'ai jamais essayé qu'il dorme tout seul dans son lit. J'ai tellement eu de misère avec mon premier, là, que là, il y a 2 ans, là, on fait encore du cododo. J'ai jamais, et je ne vais pas le faire tout de suite, j'ai jamais essayé, là, tu sais, de faire des minutes, de faire la technique de la chaise, de faire toutes sortes d'affaires. Je dors avec, là. Tant que mon sommeil est préservé, ça me convient. Je pense que ce changement dans mon mindset a été vraiment déterminant pour ma santé à moi. Ouais, puis tu vois, tu sais, c'est en discutant, on a discuté quand même de Léa à différents moments. Là, je suis venue chercher conseil un petit peu en discutant avec toi. Puis c'est un peu toi qui j'ai profité de ton expérience parce que moi aussi j'étais en mode vraiment solution de OK, là ça n'a pas fonctionné, je vais lire tel autre livre, je vais essayer telle approche, je vais essayer telle solution. Je vais aller consulter pour aider à, tu sais, justement, plus avoir de crise, diminuer les crises, qu'elle s'endorme. Puis finalement, là, j'ai comme un peu changé mon approche parentale. Je veux plus trouver des outils. C'est sûr que
s'il y a un professionnel, tu sais, là, en ce moment, justement, j'essaie de pas m'éparpiller. Là, on a une psycho-aide qui est rentrée dans le dossier dans la famille. Je suis super ouverte et intéressée à entendre qu'est-ce que là, on est plus dans la phase, on a terminé l'observation, là, on va faire un peu un plan ensemble, en famille. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a à nous proposer, quels outils, mais quand elle m'a demandé quels étaient mes objectifs, je voulais plus justement m'outiller moi à être capable de plus l'accompagner en préservant ma santé mentale à moi versus trouver des façons de changer la situation. J'essaie d'aller plus dans justement, comme tu dis, le deuil, l'acceptation de l'enfant que j'ai, l'acceptation du tempérament de ma fille, puis de trouver des outils pour que moi je sois capable de l'accompagner, parce que c'est moi en tout cas mon plus gros défi à travers tout ça, c'est que je me suis rendu compte que moi j'allais vraiment pas bien là. Puis c'est en te parlant aussi, on a eu une conversation toi et moi, tu m'as dit ton indicateur que ça allait pas bien, c'était justement ta santé mentale. Ben moi aussi ça a été ça, je me suis rendu compte que je devenais super anxieuse. Là, j'anticipais d'être avec elle, j'anticipais de passer du temps avec elle, je voulais plus passer du temps avec elle parce que là, j'étais comme, ça va être quand la prochaine crise, ça va être quand la prochaine situation, qu'est-ce qui va se passer? Ça allait vraiment pas, là, ça allait vraiment plus, là, j'étais rendue, mon conjoint dans son métier, il part en voyage d'affaires, puis là, j'anticipais d'être toute seule avec mes enfants. J'ai vécu des moments pas roses du tout, où honnêtement, j'ai pété les plombs. Fait que là, je me suis dit, là, moi, ce que je veux, c'est de trouver des façons pour me protéger moi puis m'outiller là-dedans pour rester adéquate avec mes enfants, faire des interventions qui sont appropriées et adéquates sans nécessairement, justement, chercher à changer ses comportements, mais plus comment l'accompagner là-dedans. Ouais, puis c'est intéressant quand tu parles de la santé mentale, puis effectivement, ça a toujours été mon barème. Comment tu décides OK, là, j'ai besoin d'aide, ou là, ça va plus, ou est-ce que ça, c'est juste le terrible two, ou là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je vis? Je pense que, est-ce que toi, ta santé mentale va bien? Tu sais, des signes que ta santé mentale va plus bien, c'est beaucoup d'anxiété, de la misère à dormir. Moi, souvent, j'arrête de manger quand je suis dans des périodes super creuses, ou même je mange vraiment trop. Je vais manger mes émotions. C'est des signes, tu sais, comme OK, là, je pense que ça va moins bien. Moi, j'ai tendance aussi à vouloir m'isoler. Fait que ma façon de m'isoler, c'est souvent mon sel. Quand les interactions avec mes enfants sont vraiment problématiques, puis que ça devient trop, ben je m'isole en regardant d'autres choses sur mon sel. Mais là, quand je me rends compte que là, je suis tout le temps sur mon sel, ben c'est un signal, tu sais, peut-être que tu fuis dans le fond, tu sais, j'étais là en surveillance, là, j'ai jamais négligé mes enfants, mais un moment donné, j'étais pas non plus disponible parce qu'ils me demandaient tellement que je voulais tout le temps m'isoler, puis j'étais tout le temps en recherche de OK, c'est quand ma prochaine pause, puis c'est quand OK, mon chum il revient à 3 heures, je vais pouvoir aller dans le bain, tu sais, j'étais tout le temps en attente de ma prochaine pause. C'est des signaux là que, tu sais, je pense que tu as besoin d'aide. Puis souvent, en 0-5 ans, l'aide qu'ils vont t'apporter, ça va être beaucoup du coaching parental. C'est-à-dire qu'il y aura très peu d'interventions sur l'enfant, beaucoup d'interventions sur l'adulte. C'est comme un couteau à deux tranchants, là. Moi, des fois, c'est dur pour moi de recevoir du soutien sur moi parce que, justement, je suis une personne tellement outillée que tu viens me parler de routine stable, là, je vais te sauter dans le face. À quel point j'ai essayé la routine stable beaucoup de fois, là, comme lâche-moi avec ça, tes trucs de base, là, genre, je suis tannée, là. Fait que c'était dur pour moi, alors que ce que j'avais besoin, c'était quasiment de thérapie, là, de genre, OK, pourquoi ça vient de chercher, là, que ton enfant te demande non-stop de l'attention? Ça vient chercher quoi à l'intérieur de toi? C'est quoi que ça réveille dans ton corps, là, tu sais? Puis tout ce processus-là de trouver mes bobos à moi, d'enfant, puis de pourquoi mon enfant vient me chercher parce que j'ai des bobos de quand moi j'étais enfant, c'est rien contre mes parents. Je sais qu'ils écoutent en plus. C'est rien contre mes parents, mais mon expérience, comment moi je l'ai vécu, ça me définit. Fait que c'est important que je m'en occupe. Puis ça l'a pas fait en sorte que j'ai rompu des relations avec mes parents. Au contraire, ça a fait en sorte que moi, je me connais beaucoup mieux. Je le sais, ça vient d'où. Je le sais comment je veux faire différent pour mon enfant, puis je suis capable de travailler là-dessus. Ouais, tout à fait. Écoute, il y a différentes choses que tu as dit qui sont venues me chercher, là.
Tu sais, quand tu me parles justement de d'être sur ton téléphone, tout ça, moi je me reconnais là-dedans, c'est un peu comme un désengagement, tu sais, de ton rôle parental, là. En tout cas, moi c'est comme ça que je me l'étais analysé. Moi aussi, je me sens des fois que je me désengage, je suis un petit peu moins intéressée à faire des jeux, je veux m'isoler moi aussi sur mon téléphone, être sur Facebook à faire des niaiseries. Donc oui, parce que c'est comme si t'as besoin d'un break, là, t'as besoin d'une pause, t'as besoin d'un break mental, de tout ça, de tous ces stimuli-là. Puis oui, d'aller gratter, comme tu sais, quand j'avais dit au début, là, d'aller gratter nos bobos à nous, là. Nous aussi, on a des bobos, comme enfants, on a vécu des choses, puis peut-être que c'est pas nécessairement réglé. Moi, je trouve que comme parent, je m'attendais pas à devoir autant apprendre à mieux connaître moi comme personne. On pense qu'on se connaît, mais en tout cas, moi, je trouve que avant de devenir maman, j'ai réalisé que je me connaissais pas vraiment. Moi, j'ai trouvé jusqu'à présent, tu sais, quand j'ai fait une appel à l'aide à Info Sociale, et justement, je voulais de l'aide, puis là, je vais partir de mon bord, aller chercher une aide psychologique, parce que moi aussi, c'est ça que je veux explorer, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi moi, j'ai un trigger avec ça. Tu sais, moi aussi, ma fille, elle veut souvent beaucoup d'attention, elle l'interrompt, elle nous laisse pas parler, elle nous laisse pas avoir de conversation, entre papa et maman, faut toujours qu'elle parle, qu'elle crie, qu'elle ait toute l'attention. Pourquoi moi, ça me rend... Des fois, ça me rend comme, ça me fait péter les plombs, là. Fait que pourquoi, tu sais, fait que moi aussi. Mais ce que j'ai trouvé dommage un peu, c'est que j'ai appelé Info Sociale. Puis quand j'ai appelé Info Sociale, j'ai dit, moi, ça va pas. Moi, j'ai besoin d'aide. Et la réponse a été qu'il y aurait un soutien pour mon enfant, mais pas pour moi. Parce que les problèmes que je vivais étaient reliés à mon enfant. Fait que c'était mon enfant qui aurait du soutien, pas moi. J'ai trouvé ça difficile parce que je me sentais en crise quand j'ai appelé, puis ils m'ont dit que finalement ils pouvaient rien faire pour moi. Fait que c'est sûr que c'est un peu une claque d'en face, là. Je voulais avoir de l'aide pour moi finalement, mais tu sais, je suis contente du soutien qu'on va avoir parce que je pense que ça va, genre, en tout cas, j'espère qu'on va avoir des bons outils, qui sait. Mais je pense que c'est ça, comme parents, faut se rappeler que nous on est important, puis que faut que nous on soit heureux pour être capable de bien accompagner nos enfants, faut qu'on soit bien dans notre tête. En tout cas, c'est comme ça que je me sens. Fait que moi, je vais aller chercher une aide psychologique pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, le tourbillon que je vis en moi avec tout ça, là. Ah oui, puis c'est vraiment quelque chose de challengeant parce qu'avant d'avoir des enfants, tu te dis je suis une personne équilibrée, moi, tu sais, je suis assez solide pour avoir un enfant, là. Oh boy, que t'as aucune idée. Parce qu'on a tellement de coping mécanismes qu'on met en place sans s'en rendre compte. Tu sais, mettons là, une personne très, très anxieuse, elle va organiser sa vie pour diminuer ses facteurs anxiogènes. Donc, ça paraîtra moins. Là, quand t'as des enfants, premièrement, t'es plus capable d'organiser ta vie. Tous tes triggers arrivent en même temps. Là, c'est là que ça fait sortir les bobos, tu sais. Et quelqu'un qui a besoin extrêmement de solitude, faut être capable d'en avoir comme adulte, travailleur, revient chez eux, il y a genre 4-5 heures par soir tout seul. Après ça, quand t'as des enfants, du temps tout seul, ça existe plus. Fait que là, c'est là que ça va tout débalancer ton affaire, puis là, il va falloir que t'ailles creuser, puis comme tu dis, gratter tes bobos, parce que il faut que tu les règles pour aller de l'avant. Tu sais, puis je sens qu'on a tendance à beaucoup refouler. Puis là, mettons, tu sais, je refoule, OK, non, je suis correcte. Puis là, je vais avoir un mois, mettons, que je vais être correcte, là, parce que là, j'ai pris sur moi, puis là, je suis capable. Puis là, ça revient le mois d'après parce que ton bobo, il est pas réglé. Mais ça freine jamais, c'est ça l'affaire. Il faut apprendre à vivre avec. Là. Régler, c'est un grand mot. Faut juste que tu apprennes à le voir. Puis mettons, moi, un de mes bobos, c'est la peur du jugement de l'autre. Je suis perfectionniste, puis quand je vis des difficultés, là où mon cerveau commence à spinner, c'est tout le temps dans la DPJ va venir m'enlever mes enfants. Je sais que c'est pas rationnel, là, dans le sens, un cerveau anxieux n'est jamais rationnel. J'ai peur que la DPJ vienne chercher mes enfants, j'ai peur que mes enfants meurent et que après ça tout le monde dise que c'est ma faute. J'ai peur que je passe dans le journal tellement que je suis une mauvaise mère. C'est là que ça s'en va, tu sais. Puis pour voir ça, il a fallu que j'y aille dedans. Tu comprends? Parce que il faut comme que tu dises, OK, c'est quoi qui monte? Là? Puis là, tu verbalises tout, là, puis tu sors, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Qu'est-ce qui va arriver si mettons, je sais pas, il y a du bordel dans la maison. OK, pourquoi le bordel vient me chercher? Pourquoi ça me trigger le bordel? OK, ben, si le bordel, c'est moi qui vais le ramasser. Ah, plus de tâches. OK. Plus de tâches, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Y a-tu quelque chose dans plus de tâches qui viennent chercher? Ben oui, c'est tout le temps moi qui fais tout, mon chum, il fait rien. Oh, c'est intéressant, ça. Dans ta famille, quand t'étais petit, c'était comment?
Ben, ma mère, elle faisait tout, mon père faisait rien. Oh, c'est intéressant, ça aussi. Fait que, tu sais, tu creuses, puis tu creuses, puis tu creuses, puis tu y vas voir à quoi ça te fait penser, où ça va te mener, cette affaire-là. Puis là, ça, c'est un exemple, mais je veux dire, des triggers, là, je dois en avoir 50. Tu dois en avoir 50, toi aussi, mon chum aussi. Tout le monde a plein de triggers. Il faut aller gratter pour trouver ils viennent d'où, puis après ça, là, c'est le bordel dans ma maison. Là, mettons, je l'ai fait, ce travail-là. OK. La petite fille de Marie-Michel qui a 7-8 ans, qui a peur de se faire chicaner par papa parce que sa chambre est en bordel, là, je la vois. Je l'accueille. T'es correct, t'es en sécurité, Marie-Michel. Puis je le fais pour vrai, là. Dans ma tête, je suis là. OK, ça, c'est la petite fille. C'est pas l'adulte. C'est la petite fille qui capote. Et là, je sécurise la petite fille, là. Ça prend pas 45 minutes, là. C'est juste comme, je te vois. Et après, je suis capable d'endurer le bordel le temps que ça va me prendre de le ramasser. Ah ben tu vois, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Je vais essayer de l'appliquer parce que définitivement, oui, tu sais, moi aussi, c'est ça, comme tu dis, on a tous nos triggers, là, puis définitivement, c'est tout relié à notre expérience, à notre vécu, à ce qui nous a forgé, qu'est-ce qu'on est maintenant, là. J'aime ça, où tu t'en vas avec ça. Moi, je vais essayer de l'appliquer avec moi-même. C'est pas évident, par exemple, hein, de se poser toutes ces questions-là, comme adulte, comme parent, à travers la tempête aussi, là. C'est ça qui est dur, c'est que c'était un méga travail sur toi, même si t'étais tout seul sur une île déserte. Et là, t'as toutes les distractions, toutes les cours de soccer, toutes les tâches à faire dans ta maison. Donc, se sortir d'une période creuse mentalement, en même temps de s'occuper de nos enfants, là, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ouais, vraiment. Puis tu sais, comme tu dis, comme on s'est déjà dit, j'ai aimé ça ce que tu disais aussi tantôt, c'est que il y a des périodes où ce que là, tu le prends sur toi, puis là ça va bien, puis là tu te sens. Parce que moi, ça m'arrive souvent de me sentir pendant une période de temps X, pendant quelques semaines. Tu sais, je t'ai dit au début avant la rencontre que là, je me sentais un peu dans un high, on est dans une accalmie, ça va bien. Fait que là, j'ai l'impression un peu quasiment que les problèmes disparaissent, je me sens en contrôle, je me sens bien, ça va. Mais là, je le sais qu'on va redescendre parce qu'on redescend tout le temps. Là, je reconnais le pattern maintenant, tu sais. Avant, je le voyais pas tout le temps venir, puis je me disais des fois, comment ça se fait? Voyons, pourquoi là, je suis moins patiente? Pourquoi, il y a 2 semaines, je me sentais super en contrôle, super patiente, super capable d'accompagner ma fille, peu importe le nombre de crises, que ce soit 1 ou 75 dans la journée. Mais là, comment ça se fait que là, ça fait 2 semaines que je pète des coches, que je crie, que je me sens hors de moi, que je me sens pas moi, je me sens dépersonnalisée. C'est vraiment des montagnes russes, là. Fait que je pense que de juste prendre sur soi, ça fonctionne pas parce que c'est pas viable sur le long terme, dans le fond, là. Ça vient pas justement. Mais comme tu dis, j'ai aimé ça aussi, ce que tu as dit. On va pas régler le problème, mais on va le comprendre puis l'accepter, par exemple. Fait qu'on peut plus le travailler de cette façon-là. Ouais. Là. Puis tu sais, tu dis 2 semaines, là. Moi, ça arrive régulièrement que c'est d'heure en heure, là. Si ma mère m'écrit à 10 heures, c'est la plus belle journée de ma vie. Et si elle m'écrit à 11 heures, je suis en burn-out complet. Tu sais, tu comprends? Ça fluctue, puis il y a des jours, quand moi, ma santé mentale est fragile, là, je le sais que je suis dans le creux de vague, là. C'est tellement rapide, là. Pour vrai, tu m'écris en avant-midi, ça va pas, en après-midi, ça va. Puis je suis très extrême dans mes émotions. Ça aussi, c'est un signe, là. Tu sais, il arrive une petite affaire, puis tu te mets à broyer. C'est un signal, là, que tu sais, t'es pas équilibré, là, en ce moment. Ça va pas, faut que tu prennes soin de toi. Mettons qu'on en parle, là, de comment prendre soin de soi dans une période creuse, tu sais, parce que t'en as vécu, j'en ai vécu, puis j'en vis encore, là. Tu sais, je parle de ça comme si c'était derrière moi. Zéro, là. Je veux dire, en ce moment, je suis dans une période creuse, là. On se filme ça, on est à la semaine de relâche. Mon enfant est pas allé à l'école de la semaine, bien sûr, c'est la semaine de relâche. C'est pas des moments faciles pour nous dans notre famille quand il y a pas d'école, quand il y a pas la routine. Fait que, regarde, j'ai crié aussitôt qu'hier, là, tu sais, je suis pas fière de moi, ça va pas, faut que je prenne soin de moi, faut que je fasse des choses. J'ai envie de donner quelques pistes de trucs, là, de qu'est-ce qui fait du bien. Dans le fond, faut juste reconnaître que quand on va pas bien, il y a quelque chose d'hormonal qui se passe. Donc, beaucoup d'adrénaline. Quand on fait des coches facilement, on est surstimulé facilement, ça c'est des signaux que notre corps est plein d'adrénaline. Puis la façon de faire redescendre l'adrénaline, c'est en boostant la sérotonine. Donc l'hormone plus bonheur, bien-être, relation, tout ça. Fait que les
les petits boosts de sérotonine, même si tu sens que c'est pas beaucoup, je t'encourage à prendre des petites doses. Là, quand tu es vraiment dans un creux de vague, on dit un petit 2 minutes à chaque heure. Fait que tu fais juste, un petit verre d'eau en pleine conscience, là. C'est une petite dose de sérotonine. Moi, j'aime ça me brosser les cheveux. Le sensoriel me fait du bien. Brosser mes cheveux, ça fait du bien. La chaleur, le poids, le social, écrire à ma mère. Je suis tout le temps ma mère, mais oui. Moi, c'est mon point d'ancrage. On s'écrit tout le temps, puis elle est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. Mais aller chercher juste un petit coucou d'une amie, ça envoie de la sérotonine. Ça peut être de manger un petit sucré, des fois ça envoie une petite cuillerée de sérotonine, ça fait du bien. T'en as-tu des trucs que toi tu fais pour prendre soin de toi? Oui, j'en ai définitivement, mais ce que j'aime, toi, comme tu dis, c'est à tes 2 minutes à chaque heure. Moi, j'ai jamais pensé à ça. J'aime ça parce que ça te permet justement de dire, OK, je suis encore là, j'existe, je me fais du bien pendant 2 minutes, après ça, go, on repart. Moi, ce que j'ai commencé à appliquer, je vais te parler vite de mon background, là. Moi, je trouve que depuis que je suis devenue maman, j'ai eu un peu, surtout avec Léa, là, depuis que j'ai eu William, je prends plus ma place, mais j'ai eu un peu un stress de performance, là, comme maman, là. Je voulais être parfaite, puis je me donnais à 150% dans mon rôle, mais je me suis vraiment effacée, là. Je pense qu'il y en a beaucoup dans cette situation-là, là. Je me suis vraiment oubliée. Tout était centré sur Léa, tout le temps faire des activités puis être avec elle. Si j'avais des journées de congé au travail, je la gardais avec moi puis je faisais quelque chose avec elle pour la rendre contente. Toujours pas à mon détriment, mais sans me faire du bien. Fait que ce que j'ai commencé à appliquer dans ma vie depuis que j'ai accouché de William, moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est de bouger. Puis c'est quand même, tu sais, l'activité physique, là, ça génère beaucoup de sérotonine, là, l'hormone du bonheur, puis tout ça, de l'ocytocine, c'est un beau cocktail hormonal, des endorphines aussi. Fait que moi, je me suis forcée à, tu sais, William, c'est sûr que c'est pas facile, là, avec des enfants tout le temps de bouger, mais j'essaie de joindre ça avec mon bonheur, avec les enfants, avec William, j'allais prendre plein de marches, tout le temps. Lui, il dormait dans la poussette, puis là, je suis très consciente que ça fonctionne pas pour toutes les mamans, le dodo dans la poussette. Ça a pas fonctionné avec Léa, j'essayais, ça marchait pas. Avec William, ça fonctionnait super bien, donc plein de marches. C'était mon activité physique, ça me faisait vraiment du bien. J'écoutais des livres audio en même temps, ça me faisait du bien. Mes Game of Thrones dans mes oreilles, c'était vraiment cool. Donc, j'essaye aussi de me bloquer un moment qui est égoïste. Ben, pas égoïste, mais je dis ça à moi. Aujourd'hui, c'est mon 30 minutes, puis c'est à moi, j'ai le droit, je le prends. Lire un chapitre d'un livre que j'aime avant de me coucher. J'ai complètement arrêté de lire quand je suis devenue maman. Ben, je lisais des ouvrages qui concernaient les enfants, mais je lisais plus des ouvrages que j'aimais. Fait que là, maintenant, juste un chapitre, là, avant de me coucher, c'est 5 minutes, j'ai le temps. Je le prends, ça me fait du bien. Puis je me force aussi à faire, c'est pas souvent, mais au moins une fois par mois, une sortie avec des amis. Une randonnée, aller prendre un café, bruncher, des choses qui me font du bien. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est ce qui me fait du bien à moi, mais je pense que toutes les mamans peuvent trouver des choses qui leur fait du bien puis d'essayer de l'intégrer dans leur journée, justement, lire un petit chapitre ou écouter leur podcast ou écouter un petit peu de musique tranquille, relaxer, faire de la méditation pleine conscience. Là, il y a sûrement plein de choses qui fonctionnent dépendant des gens. Là. Chacun va avoir son petit truc, mais moi, c'est ça mes trucs qui ont bien fonctionné pour moi, là. La randonnée aussi, je sais pas si je l'ai dit, ça fait vraiment du bien. C'est tellement intéressant qu'est-ce que tu dis qu'on s'efface pour nos enfants, là. À un certain moment, là, dans le pire de ma dépression, je me demandais, c'est qui donc Marie-Michel? Je le savais plus. Puis j'ai essayé de me reconnecter avec des hobbies. Mon Dieu, hobbies. J'en avais plus, j'en avais aucun, tu sais, j'avais tout effacé ça. C'est normal d'être déséquilibré quand justement t'as tout oublié la personne que t'étais, là, tu sais, j'allais dire que j'étais une musicienne. J'aime la musique, ok? J'en ai joué tout mon secondaire. J'étais pas particulièrement douée, mais ça me fait du bien. Et là, pendant mon burn-out, j'ai recommencé la flûte à bec. Je me suis acheté une flûte à bec, une alto, une soprano puis une ténor. Puis j'ai pris des cours de flûte à bec en Zoom. Fait que là, non seulement j'avais mon cours une fois par semaine, mais à tous les jours, j'avais mon me-time d'aller pratiquer ma flûte. Puis tu sais, mon fils, il savait, c'était la routine. Il m'entendait jouer de la flûte, alors il savait que j'étais pas disponible. Fait que j'avais une demi-heure pour pratiquer ma flûte à tous les jours. Ça a vraiment fait une différence de dire, hey, ça, c'est pour moi. C'est juste parce que moi, j'aime ça. Puis moi, j'aime... Puis tu sais, jouer de la flûte à bec, on s'entend-tu, c'est pas difficile. Tu sais, c'est vraiment accessible. Je me trouvais bonne, puis j'avais mon petit hobby.
Ça peut être dessiné, ça peut être plein de choses. Moi, je suis une personne artistique, ça me fait du bien. Pas vraiment pour le produit fini, là, on s'entend, là. C'est vraiment pour le me time puis le temps que moi, ça me fait que je m'occupe de moi-même. Ben, c'est vrai, c'est tellement parfait, mais c'est exactement ça, c'est que tu as trouvé quelque chose qui te faisait du bien à toi, Marie-Michel. Puis c'est ça, moi, j'ai trouvé que en me faisant des choses qui me faisaient du bien à moi, c'est que je me retrouve, je me reconnecte avec moi-même, puis je me rends compte que puis j'ai lu ça aussi souvent, clairement, on est plus disponible pour nos enfants si on se fait du bien à soi, là. Même si c'est pas beaucoup, on a le droit aussi de se retrouver, on a le droit d'être. Puis c'est sûr qu'on se redéfinit aussi, on devient une nouvelle la personne qu'on était, mais une nouvelle personne aussi en devenant maman, là. Mais c'est important de se faire du bien à soi. Moi, ça me fait une grosse différence dans ma parentalité depuis que j'ai choisi, que je me suis choisie aussi de m'accorder ce temps-là juste à moi, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, le sport, là, ça me fait pas du bien du tout, là. Je pense que c'est, comme tu disais, c'est important d'avoir quelque chose que, essaie de te souvenir, qu'est-ce que tu faisais avant? Hey, moi, en ce moment, là, tu m'enlèves mes enfants pour une fin de semaine, là, je me tourne les pouces, je sais plus qu'est-ce que je faisais de ma vie. Je me souviens maintenant que j'y pense, là, tu sais, j'écoutais des émissions de cuisine, j'aimais ça cuisiner, mon Dieu. J'ai pas cuisiné depuis que Arnaud est né ou presque, là, tu sais, je cuisine pour la garderie, mais j'ai pas aimé cuisiner, là, j'ai tout dompé ça à mon chum. Ah, j'aimais ça cuisiner, tu sais, c'était quoi mes intérêts communs avec mon chum? Parlons-en, c'est toute une épreuve sur le couple aussi, avoir des enfants, surtout des enfants en défi, comme tu dis. Moi aussi, j'ai eu ce problème-là, là. Je pouvais pas parler à mon chum sans que mon fils se mette à gueuler, là, pour nous interrompre. On dirait que lui, c'est ça. Il détestait le fait qu'on s'occupe pas de lui, mais une fois ça va, là, mais sur des mois, là, ça devient lourd, là. Puis même si t'as la petite stratégie, ma fenêtre, elle est levée, à un moment donné, ça vient que j'ai même plus le goût de te le dire, là, ça fait 3 fois qu'on réessaye, j'ai perdu le fil de mon idée, je le sais plus. Fait que la connexion en couple, quand on vit avec un enfant à défi, c'est-à-dire qu'on est dans le conflit toute la journée, puis honnêtement, moi, quand je couche les enfants, là, je suis brûlée. J'ai juste le goût d'écouter Netflix puis de me coucher, là. J'ai pas le goût de... C'est dommage, là, mais j'ai pas le goût d'aller m'occuper de mon chum. J'ai pas le goût de mettre des efforts dans ma relation de couple parce que je suis tellement au bas du baril, tu sais. Oui, vraiment. C'est très difficile sur le couple. Puis honnêtement, je suis encore, j'ai pas trouvé encore de stratégie, pas miracle, là, mais pour vrai, ouais, c'est vraiment difficile. Nous aussi, c'est ça. C'est vraiment ça la même dynamique là. C'est qu'une fois que les enfants, toute la journée, c'est les enfants go go go. La sieste, bon, tu sais, oui, on a une sieste en après-midi. Maintenant, les deux, ils dorment en même temps l'après-midi. C'est vraiment le fun. Mais souvent, on va justement prendre ce petit moment-là, soit pour faire des courses, des tâches qu'on a besoin de faire dans la maison parce que go, 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 ça va vite, la vie de parent. Ou c'est notre moment qu'on se dit, OK, là, je vais faire quelque chose pour moi. Fait qu'on n'a pas vraiment de temps ensemble. Puis là, oui, le soir, c'est ça. Tu sais, c'est souvent, on a de la misère à avoir des conversations. Puis là, le soir, c'est comme si... On a toujours des grands projets. On va faire ci, on va faire ça, on va jouer à des jeux de société, on va faire l'amour, on va se planifier des choses, on va se faire un build-up, tu sais, en cachette un peu des enfants, là. On va se chuter des choses à l'oreille, puis tout ça. Quand Léa est couchée à 8h, là, on est comme... on s'évache sur le divan. Puis même moi, j'ai remarqué que dans les dernières semaines, même les derniers mois, j'ai tendance on dirait que j'ai tellement été surstimulée toute la journée. Peut-être que moi aussi, je suis un peu hypersensible. C'est que je m'en vais dans ma chambre toute seule, lire des livres, puis on dirait que je suis comme déconnectée complètement, puis je trouve ça bien plate, puis je veux essayer de trouver des façons. Tu sais, ce que j'ai essayé récemment dans mon quotidien, c'est d'avoir des gestes d'affection au courant de la journée, un bec, un petit câlin, comment tu vas ce matin, je t'aime, mais de trouver des sorties, des choses qu'on peut faire ensemble, qu'on peut partager ensemble. Moi, j'en ai pas en ce moment, je trouve ça difficile. Puis à chaque fois qu'on se dit on va se planifier une sortie, c'est comme si peut-être que ça vient un peu de mon conjoint aussi, c'est comme si on se trouve des défaites, il y a personne pour les garder les deux en même temps, on les fera pas garder pour la nuit parce qu'ils dorment pas, fait que on veut pas imposer ça à quelqu'un, fait que c'est vraiment c'est un creux, c'est très difficile sur le couple. On est quand même on avait une relation solide avant les enfants, on est encore quand même solide ensemble. Ce qu'on se dit c'est une tempête, on va se retrouver, on le sait qu'on est là, on s'attend si on veut. On s'attend, puis quand la tempête va passer, les enfants vont grandir un peu, on va essayer de se retrouver plus, mais c'est vraiment dur sur le couple, ouais.
Ah, c'est vraiment très dur. Puis c'est vrai, moi aussi, je me sens un peu en attente de retrouver cette place-là dans ma vie pour ma vie de couple, parce qu'en ce moment, tu sais, quand t'es là, tu peux pas juste prendre une tasse de plus, là, tu sais. Puis Non. comme tu dis, moi non plus, là, j'en ai pas des stratégies puis des solutions, là, tu sais. Ce qu'on fait, nous autres, on est en train de suivre une formation sur les enfants opposants. Fait que, tu sais, avec l'organisme Panda, il y en a partout au Québec des organismes Panda. Je vous invite à aller sur leur site web. Ça nous a coûté 10$ pour une session de genre, je pense que c'est 10-12 cours, là, tu sais, aux 3 semaines, on va là, c'est un groupe. En tout cas, c'est vraiment un bel organisme. C'est vraiment spécifique pour les enfants opposants, mais c'est un organisme qui aide pour tout le TDAH, tous les proches d'enfants TDAH ou d'adultes TDAH, fait qu'ils ont plein de ressources sur les enfants à défi. C'est pas tous les défis, là, mais si votre défi est dans l'opposition, le TDAH, puis tu sais, t'as pas besoin d'avoir ton papier de diagnostic, là, dans le sens, il y en a des parents qui ont pas leur diagnostic, puis c'est vraiment correct. Puis avant chacune de nos rencontres aux 3 semaines depuis le mois d'octobre, genre, on va souper ensemble. Fait que on fait souper puis notre formation, puis veut pas, la majeure partie de nos conflits puis nos difficultés viennent de l'opposition, là, tu sais, c'est ça qui se passe dans notre vie. Fait que bon, j'aime bien cette stratégie-là. Je dis pas une stratégie miracle, mais au moins on prend le temps de discuter sans les enfants, puis d'essayer de s'occuper de ça. On a essayé aussi de faire de la thérapie de couple, tu sais, essayer de prendre le temps de se reconnecter avec une personne formée. C'est aidant. C'est sûr que ça nous a aidés. Mais comme tu dis, après ça, faut que tu l'entretiennes. Puis là, on n'a pas le temps de l'entretenir. Fait que j'ai juste envie de normaliser que c'est dur. C'est vraiment dur. Puis ça veut pas dire qu'il faut se séparer. Tu sais, j'ai entendu souvent Mélanie Bilodeau, puis un autre podcast que j'écoute qui s'appelle Corsé, qui est plus sur cette dynamique-là de coparentalité. Tu iras voir, c'est vraiment intéressant. Elle parle que dans les 2 premières années de la vie de nos enfants, séparez-vous pas. Dans le sens, c'est pas le temps, faut juste, comme tu dis, passer la tempête. Parce que c'est une tempête avoir des jeunes enfants, puis ça passe. Mais vous irez voir, dans le fond, l'épisode de Corsé avec Mélanie Bilodeau parle entièrement de ça. Fait que c'est vraiment des belles discussions à avoir. Puis tu sais, avec nos chums aussi, je pense qu'il faut en parler. Je sais que c'est tough, là. Je te vois, je t'entends. Puis tu sais, lui aussi, ça fait ressortir toutes ses bébites puis ses bobos, là. C'est pas juste nous comme maman, là. Le papa aussi vit tout ça, là. Ouais, je pense que des fois, on va pas, en tout cas, tu sais, je sais pas pour tout le monde. Moi, tu sais, mon conjoint, il a pas nécessairement tendance à parler, à se confier. Fait que peut-être qu'on n'en parle pas assez de ça. Fait que mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as dit sur le groupe Panda puis le souper avant, c'est que tu réussis à trouver du temps en même temps d'aller te chercher les outils pour vous aider là dans votre coparentalité avec un enfant qui fait de l'opposition. Mais oui, mais le normaliser aussi, comme tu as dit, une autre chose qu'on doit normaliser là, parce que oui, c'est tough, tu sais, c'est pas vrai que ça reste beau puis facile puis le fun là, tu sais, c'est pas vrai qu'on peut faire l'amour à tous les jours puis à toutes les semaines puis garder des jeunes enfants, en tout cas ceux qui le font, ouais, donnez-moi vos trucs là parce que on pourrait parler 3 heures, Annabelle, Caroline, c'est vraiment intéressant. On va s'arrêter là-dessus, honnêtement. Merci pour la belle conversation. Je trouve que tu es vraiment une personne en particulier très sensible à comment que t'es, puis j'ai adoré notre discussion. Ben merci, j'ai vraiment aimé ça parler avec toi. J'aime toujours ça parler avec toi, puis ça me fait vraiment plaisir d'avoir participé à ton podcast. Si jamais tu as envie de jaser encore, ça va me faire plaisir d'en venir. Super, ben bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée toi aussi. Pourquoi de maman? La première saison est une présentation de Bien chez soi Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. J'ai moi-même une aide familiale de Bien chez soi chez moi, 1 fois par semaine, puis c'est vraiment merveilleux. Elle m'aide pour les enfants, le ramassage, le nettoyage, les courses, la cuisine, le lavage, toutes mes tâches de maman, 4 heures par semaine. Ça fait vraiment une différence pour ma santé mentale. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut avoir le retour anticipé pour le frais de garde d'enfants.
Donc, ça revient vraiment pas cher pour la différence que ça fait. La bienveillante qui vient chez moi, c'est une personne douce, tellement fine, flexible, aidante, travaillante. Je l'adore. Avant de travailler chez Bien Chez Soi, elle travaillait en restauration, était super stressée au travail, détestait ses boss. Je pense vraiment que cette job-là la met plus en valeur dans ses forces de maman. Elle est naturellement bonne pour comprendre la réalité des mamans, pour offrir son soutien. En plus, elle fait son horaire comme elle veut, selon les mandats qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas. Elle choisit son nombre d'heures par semaine. Pour vrai, je trouve que ça répond tellement à un besoin des jeunes familles. Puis c'est une job que j'ai souvent proposée à des amis mamans, peut-être en retour de congé maternité ou qui veulent une meilleure conciliation travail-famille, qui veulent peut-être se rapprocher de la maison. Je trouve sincèrement que c'est une belle entreprise, puis je suis vraiment super contente de vous les faire découvrir. Vous pouvez les rejoindre au 514-666-0323 ou par courriel info-lavalrn@bienchezsoi.ca.